Vous auriez mieux fait de casser la croûte au cimetière. En 2002, le cinéma fantastique et l'action spectaculaire règnent en maître sur les multiplexes. Matrix Reloaded et Révolution se préparent à sortir. Spider-Man cartonne avec Tobey Maguire. La saga X-Men installe les super-héros au cœur du grand public. Underworld mélange vampires et licans dans un style visuel léché. Resident Evil transforme les jeux vidéo en franchise rentable. Hollywood a trouvé la recette. Des héroïnes badass, des effets spéciaux spectaculaires, des univers fantastiques immersifs. À la télévision, Buffy contre les vampires achève sa 7e et dernière saison après avoir révolutionné le genre. Le modèle fonctionne, une héroïne forte entourée d'une équipe décalée qui combat le paranormal avec un mélange de sérieux et d'autodérision. En France, l'ambiance est différente. Le box-office 2002 est dominé par Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et ses 14,5 millions d'entrées. Les comédies trustent les premières places, 8 femmes, Le Boulet, L'Auberge espagnole. Le public français adore rire, beaucoup moins frissonner. Pourtant, quelques têtes brûlées tentent leur chance. Si tu as vu ma vidéo sur Promenons-nous dans les bois, tu sais déjà comment ce slasher français, avec François Berléand, s'est craché 2 ans plus tôt. Mais l'échec n'a pas découragé tout le monde. Fidélité Productions lance la collection B-Movie, 5 films de genre à petit budget pour relancer le fantastique hexagonal. Le Pacte des loups a prouvé en 2001 qu'un film de genre français peut cartonner avec plus de 5 millions d'entrées. D'autres tentent l'aventure. Vidocq et son esthétique numérique pionnière, Belphégor au Louvre, Samouraï qui lorgne vers l'Asie. Le cinéma de genre français cherche son identité, coincé entre l'ambition de concurrencer Hollywood et la réalité de budget limité. C'est dans ce contexte que Julien Magnat, 27 ans, fraîchement diplômé de la FEMIS, se lance dans son premier long métrage. Son ambition, créer la Buffy française. Enfin, plutôt la Xena française, mais on y reviendra. Un film d'action fantastique avec une héroïne qui défonce du démon, une équipe déjantée, des monstres, des explosions. Une franchise potentielle qui pourrait enfin installer le genre en France. Le budget est modeste, 2,6 millions d'euros. Pas de quoi rivaliser avec les productions américaines, mais suffisant pour un premier film. Magnat a une vision claire, des influences solides, une passion dévorante pour le cinéma de genre. Il a tout prévu. Les créatures, les décors gothiques, l'esthétique manga, les références pop culture. Sur le papier, Bloody Mallory a tout pour fonctionner. Un concept vendeur, un jeune réalisateur plein d'ambition, des producteurs qui y croient, une distribution internationale prévue. Dans la réalité, ça va être un carnage, et pas celui prévu à l'écran. Julien Magnat arrive à la FEMIS en 1998 avec un bagage atypique. Après des études au Royaume-Uni, il intègre cette école prestigieuse qui forme l'élite du cinéma français. Problème, la FEMIS, c'est le temple du cinéma d'auteur, de la nouvelle vague de Bresson et Godard. Et Magnat, lui, il aime Les Griffes de la Nuit et Indiana Jones. Le choc culturel est violent. Ses camarades vénèrent le cinéma français intellectuel, lui dévore les films de genre américain. Pour son premier film d'études, il écrit Les Nouvelles Aventures de Chastity Blade, un court-métrage en anglais qui mélange Indiana Jones, Freddy Krueger et l'histoire sans fin. L'école panique, un film de genre en anglais dans une école de cinéma française. C'est presque une insulte. Ils tentent de l'arrêter, puis le film décroche une nomination aux Oscars étudiants en 2001. Soudain, Magnat devient leur meilleur élève. Fort de ce succès, le jeune réalisateur décroche un contrat avec une société de production. Il doit d'abord développer un slasher à la française, une sorte de scream hexagonal. Le projet capote, il faut trouver autre chose. Vite. Magnat propose une dizaine de concepts différents avant que les producteurs acceptent enfin l'un d'entre eux, Bloody Mallory. Je ne sais pas du tout comment j'ai écrit ça, c'est juste sorti comme ça, d'un coup. J'avais le nom Bloody Mallory en tête depuis quelques années. J'ai plein de noms d'héroïnes d'action qui me trottent dans la tête. Et c'est marrant comme l'intrigue vient souvent après. Chastity Blade, c'était pareil, juste un nom, et après, j'ai créé une histoire autour. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais assez en colère à l'époque parce que quelqu'un venait de me briser le cœur. Donc Bloody Mallory elle-même était assez malchanceuse en amour et vraiment énervée contre le monde entier. Le scénario naît de cette colère personnelle. Magnat co-scénarise avec Stéphane Kazandjian une histoire de commando anti-paranormal menée par une femme brisée par son passé. L'univers mélange tout ce que Magnat adore. Les mangas pour l'esthétique flashy, Lovecraft pour le Necronomicon qui apparaît dans l'intrigue, Indiana Jones pour les pièges mortels, Xena pour l'histoire badass. Oui, Xena.
pas Buffy. J'étais fan de Buffy, mais franchement, Bloody Mallory me faisait plus penser à Xena qu'à Buffy. J'adorais Xena, j'adorais les scénarios loufoques qui mélangeaient le sérieux et le kitsch. J'adorais l'angle lesbien, et je pense que Joss Whedon a beaucoup utilisé les éléments de Xena dans Buffy. Cette comparaison avec Buffy m'inquiétait, et j'ai délibérément écrit Mallory comme une femme plus expérimentée qui s'était déjà mariée, c'est-à-dire que je ne la voyais pas comme une adolescente. Malheureusement, les producteurs voulaient que je travaille avec des acteurs plus jeunes, et je n'ai pas réussi à les convaincre du contraire. Le financement se boucle rapidement. Fidelity Film, piloté par Olivier Delbosque et Marc Missonnier, embarque Eric Gehlmann et Franck Ribière à la production. Le projet intègre la collection B-Movie, ce label censé relancer le cinéma de genre français à petit budget. Le CNC et Canal+ apportent leur soutien financier via les mécanismes classiques de préachat et d'aide. Une coproduction espagnole complète le tour de table, total 2,6 millions d'euros, un budget modeste mais gérable pour un film de genre. Mars Distribution prend la distribution française, Goodfellas s'occupe de l'international. Dès le montage financier, l'ambition est claire. Vendre le film à l'étranger, créer une franchise, installer Mallory comme héroïne récurrente du cinéma français. Pour le rôle principal, Mania choisit Olivia Bonamy. À 29 ans, l'actrice s'est déjà fait remarquer dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard et Fille perdue, cheveux gras. Elle a le profil parfait, crédible en héroïne d'action reconnue dans le cinéma français, capable de porter un film sur ses épaules. Le reste du casting mélange acteurs français et espagnols. Adria Collado en Père Carras, Jeffrey Ribier en Vena Cava, Valentina Vargas en vampire séductrice. Laurence Pielvolger dans le double rôle du pape et du démon Abaddon. Le tournage démarre en 2001 dans les sous-sols de Pontoise. L'endroit offre des décors gothiques naturels parfaits pour l'ambiance voulue. Pendant environ 6 semaines, l'équipe s'installe dans ces espaces confinés et sombres. Jacques-Olivier Molon, spécialiste français des effets spéciaux pratiques, crée une galerie de créatures avec 40 litres de latex et 60 litres de faux sang. Maquillage, gore, prothèses, monstres en tout genre, Mania veut du spectacle malgré les moyens limités. L'ambiance sur le plateau oscille entre enthousiasme et bricolage. Mania pousse pour son esthétique cyber, sexy, trash au glamour, comme il dit, avec des costumes voyants, des couleurs flashy, un corbillard rose décapotable dont il est particulièrement fier. Mais les contraintes budgétaires rattrapent constamment les ambitions. En 2002, le montage terminé, le film est prêt. Mania a réalisé son rêve, un film d'action fantastique français avec une héroïne badass, des monstres, des explosions. La musique est signée Kenji Kawai, compositeur japonais de légende, connu pour Ghost in the Shell et Ring 2. Sur le papier, tout est là, dans la boîte de montage aussi, reste à affronter le public. Tout commence par un flashback. Nuit de noces, Mallory découvre que son mari est un démon, sur le point de la sacrifier. Elle lui plante une hache dans le crâne, fin du mariage. Quelques années plus tard, Mallory dirige un commando gouvernemental français spécialisé dans l'élimination de créatures surnaturelles. Son équipe comprend Vena Cava, une drag queen experte en explosifs, Tolkien Tina, une fillette mutante télépathe capable de posséder d'autres corps, et l'agent Durand, un bureaucrate armé. La première mission se déroule dans un couvent attaqué par des ghouls. Pendant le massacre, des créatures masquées invulnérables surgissent. Durand meurt au combat, Tolkien Tina tombe dans le coma. Au même moment, le nouveau pape est kidnappé. Le gouvernement français engage Mallory pour retrouver le Saint-Père en moins de 24 heures. Elle recrute le père Carras, un religieux reconverti en garde du corps. L'enquête mène l'équipe jusqu'à Lady Valentine, une vampire aristocratique décapitée pendant la Révolution française qui a recousu sa tête sur son corps. Valentine travaille pour Abaddon, un ange déchu qui veut détruire l'humanité. La vérité éclate progressivement, Abaddon s'est déguisé en humain et est devenu le pape lui-même. Son kidnapping était une mise en scène pour invoquer les anges déchus et ouvrir les portes de l'enfer. Mallory et son équipe affronte une succube nommée Morphine qui prend l'apparence de l'héroïne pour semer le chaos. Tolkien Tina, revenue dans le corps d'une infirmière, affronte la créature dans un duel télépathique. Le combat final oppose Mallory au faux pape. Le ciel s'ouvre pour laisser passer les anges déchus. Mallory arrache l'édite démoniaque des mains d'Abaddon et l'avale. Elle balance l'ange déchu dans le vide tandis que le ciel se referme. Abaddon disparaît en hurlant qu'il reviendra.
j'ai découvert Bloody Mallory pour préparer cette vidéo. Je connaissais sa réputation de nanar, les critiques catastrophiques, l'échec retentissant. Je m'attendais à un truc mauvais. Mais bordel, c'est encore pire que tout ce que j'avais imaginé. Ce film est affligeant du début à la fin. Commençons par la réalisation. Les plans sont complètement débulés, la caméra part dans tous les sens sans aucune raison. On dirait que Mania a tourné bourré. Aucune cohérence visuelle, aucun sens du rythme, aucune maîtrise technique. Le scénario, putain, les dialogues sont d'une lourdeur insupportable. Chaque réplique cherche désespérément à devenir une punchline culte, celle que tout le monde va reprendre. Mais c'est tellement mal écrit, tellement forcé que ça tombe complètement à plat. Le film te hurle « Regarde comme je suis cool et décalé !» toutes les 3 minutes. C'est ridicule. Les acteurs sont calamiteux. Olivia Bonamy s'en sort relativement mieux que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Elle essaie, elle se donne à fond, mais le matériel est pourri et ça se voit. Le reste du casting surjoue à mort. Les effets spéciaux numériques sont d'un niveau nanar absolu, même pour l'époque. C'est minable. Et là, je me pose la vraie question. Quand tu as si peu de budget, pourquoi vouloir absolument inventer des mondes entiers qui vont demander des moyens que tu n'as pas? Je vous épargne la photo qui est cataclysmique. Les maquillages, c'est ce qui s'en sort le mieux. Pas génial, mais franchement ça va. Au moins c'est tangible. On sent qu'il y a un vrai travail artisanal derrière. Si Mania s'était concentré uniquement sur les effets pratiques, en oubliant le numérique, le film aurait déjà été moins ridicule visuellement. Le problème de fond, c'est que Mania se rêvait en Joss Whedon français. Il voulait créer son univers de genre avec des héroïnes fortes, des dialogues percutants, un ton décalé. Sauf qu'il n'a pas un tiers de talent de Whedon. Et je dis ça alors que je n'aime pas particulièrement Whedon. Mais au moins, il maîtrise son sujet, il sait écrire des personnages, construire des arcs narratifs, doser l'humour et le drame. Mania, lui, empile des références et des intentions sans jamais les transformer en quelque chose de cohérent. Bloody Mallory, c'est l'exemple parfait de l'ambition sans la compétence. Un réalisateur passionné qui adore le cinéma de genre, mais qui ne comprend pas vraiment ce qui fait fonctionner ce type de film. Aimer quelque chose ne suffit pas à savoir le faire. Malheureusement pour tout le monde, ça se voit à chaque seconde du film. 17 juillet 2002, Bloody Mallory débarque dans les salles françaises. Mars Distribution sort le film sur 62 copies, une sortie technique qui démontre que même pour le distributeur, le film est un énorme ratage. Dès la première semaine, le verdict tombe. Environ 27 000 entrées et une 14e place au box-office français. Pour un film qui se rêvait en franchise, c'est catastrophique. Le bouche à oreille est immédiat et dévastateur. Les spectateurs sortent perplexes, déçus, parfois carrément énervés d'avoir payé leur place. Le film termine sa carrière française avec un total pathétique de 31 900 entrées. La critique française ne fait aucun cadeau. Première qualifie le film de série B devenue série Z, pointant du doigt le scénario, les effets spéciaux et la mise en scène ratée. Mad Movies, le magazine que Mania dévorait enfant, est particulièrement sévère. Maladroit, ennuyeux, prétentieux, sans être drôle ni touchant. Le Monde enfonce le clou, parlant d'un film d'horreur à mourir d'ennui, soulignant le scénario qui se perd et le manque d'efficacité narrative. Télérama va encore plus loin en classant Bloody Mallory parmi les pires films qu'ils aient critiqués, dénonçant le manque de moyens, le scénario incohérent et les dialogues grotesques. Seul l'écran fantastique défend timidement le film en le qualifiant de série B, drôle et musclé, à prendre au second degré. Bloody Mallory devient rapidement le symbole de tout ce qui peut foirer dans le cinéma de genre français. Pire encore, il est considéré comme le pire film de la collection B-Movies, celle-là même qui devait relancer le fantastique hexagonal. Sur les 5 films produits dans ce cadre, aucun ne rencontre le succès, mais Bloody Mallory reste celui qui cristallise le plus de mépris. L'échec de Bloody Mallory frappe de plein fouet tous ceux qui y ont cru. Mais comme souvent dans l'industrie, certains s'en sortent mieux que d'autres. Julien Mania encaisse le coup le plus dur. À 28 ans, le jeune réalisateur, qui voulait révolutionner le cinéma de genre français, se retrouve catalogué comme l'auteur d'un des pires navets de l'histoire du fantastique hexagonal. Pas le genre d'étiquette dont on se débarrasse facilement. Le traumatisme est profond. Mania va mettre 9 longues années avant de réaliser un nouveau long métrage. En 2011, il revient avec Faces in the Crowd, un thriller psychologique avec Mila Jovovich. Changement radical de registre, mais il reste dans le genre fantastique. Au moins, il n'a pas complètement abandonné ce qu'il aime.
Entre-temps, il survit en écrivant pour des séries télévisées et en développant des projets internationaux. Olivia Bonamy, elle, s'en sort relativement bien. Sa carrière était déjà établie avant le film et continue après, sans dommage majeur. En 2006, elle joue dans Hill, un film d'horreur français qui rencontre un bien meilleur accueil critique et public. En 2007, elle enchaîne avec Paris de Cédric Klapisch. L'expérience Bloody Mallory ne tue pas sa carrière, mais elle évite soigneusement le cinéma de genre fantastique par la suite. Retour aux films dramatiques et aux comédies, terrain plus sûr pour une actrice française. Elle continue de travailler régulièrement jusqu'au milieu des années 2010. L'échec de Bloody Mallory sonne le glas de la collection B-Movies. Canal+ revoit complètement sa stratégie avec le label French Fryer, lancé en 2006, mais sans grand succès durable. Les projets similaires sont abandonnés ou drastiquement revus à la baisse. Le cinéma de genre français entre dans une période de traversée du désert qui va durer plusieurs années. Il faudra attendre des réalisateurs comme Julia Ducournau et sa reconnaissance à Cannes pour que le genre retrouve une légitimité en France. Bloody Mallory a voulu ouvrir des portes et les a fermées pour une décennie entière. Bloody Mallory restera dans les annales du cinéma français comme l'un des plus beaux ratages du genre fantastique. Un film qui avait tout pour fonctionner et qui a foiré sur toute la ligne. Le film n'a pas trouvé de statut culte avec le temps. Il reste une curiosité pour amateurs de nanar, un exemple qu'on sort pour expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire. Pas de redécouverte, pas de réévaluation critique, pas de réhabilitation, juste l'oubli progressif et le souvenir amer d'une opportunité gâchée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo et si elle t'a plu, tu peux la booster. Si tu en as la possibilité, tu peux souscrire à un abonnement premium avec déjà la vidéo de la semaine prochaine ou faire un tip sur mon compte Ko-fi. Ça m'aiderait beaucoup. À très vite pour une prochaine. Salut!